Voilà, merci Monsieur le Président, Directeur Général, merci Salomon pour tes bonnes paroles, et puis bonsoir à vous tous. Alors donc j'ai bien compris que ce soir nous avons des lauréats, des majors de promotion. Alors je les félicite, mais je les plains un petit peu, parce que j'étais major de ma promotion d'internat en 1978, donc voilà ce que ça donne 35 ans plus tard. J'espère que ça ne vous décourage pas trop. C'est pas facile à porter non plus. Je me souviens que pendant toutes mes études, on m'a dit c'était toi le major. Chaque fois que je faisais une bêtise, on me disait je te félicite pas, hein, c'était toi le major. On dirait pas. Hein. Bon, vous voyez, c'est pas toujours facile à porter. Et puis moi j'avais un secret, c'était que j'aimais travailler, comme tous ceux qui sont là. J'adorais l'anatomie. Et quand les copains venaient me chercher les soirs où ils allaient au cinéma, je leur disais non, il faut que je travaille. Mais alors, quand j'avais prévu de faire de la biologie ou de la physiologie, je disais ce soir, comme je suis frustré de ne pas pouvoir sortir, alors je vais faire de l'anatomie. Je me consolais comme ça, vous voyez. Donc on se demande finalement comment j'ai pu avoir des enfants, des amis, enfin vivre une vie à peu près normale et avoir un relationnel à peu près normal. Mais bon, ça va pas si mal. D'accord. Voilà, donc moi je suis coordinateur de la transplantation pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Là c'est un hôpital où il se passe beaucoup de transplantations. C'est un des gros CHU transplanteurs, disons français. Et on fait 474 greffes en 2012, quand on compte les organes solides, les tissus et les cellules. Donc ça fait quand même un gros volume. Et comme c'est des disciplines qui sont extrêmement transversales, c'est-à-dire que ça fait intervenir, j'avais compté 19 services hospitaliers travaillent sur la transplantation. Donc il faut coordonner un petit peu tout ça, mettre de l'huile quand ça grince. Et c'est un combat un petit peu quotidien. Mais ça se passe très bien et c'est vrai qu'on a de très bons résultats. Alors s'il y a un maître... je vais faire une petite conférence d'instruction civique ce soir. Hein. S'il y a un maître mot à retenir, je crois que c'est quand même pénurie. On est vraiment dans une pénurie qui est vraiment profonde en matière d'organes. Pour vous donner un seul chiffre, c'est qu'il y a 16 000 patients qui attendent une greffe de rein en France, sur les listes nationales d'attente de l'Agence de la biomédecine, et on fait à peu près 3 000 greffes de rein par an en France. Donc, vous voyez, le différentiel est énorme. Et ces gens qui ne sont pas greffés attendent dans des conditions vraiment difficiles, hein, puisqu'ils doivent dialyser 3 fois par semaine, être branchés, le bras tendu à une machine qui va épurer leur sang, en retirer un petit peu d'eau, un petit peu de toxines, et puis les renvoyer chez eux complètement à plat, complètement épuisés par cette séance de dialyse. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il y ait une pénurie ? Parce que finalement, des personnes qui décèdent, il y en a beaucoup. Et comment est-ce qu'on n'arrive pas, avec tous ces organes finalement disponibles, à combler les besoins des personnes en attente ? Eh bien, tout simplement parce que quand quelqu'un décède de mort naturelle, normale, qu'est-ce qui se passe ? Je vous le demande. On lève le doigt. Quel est le premier événement qui signe une mort normale ? Pardon ? L'arrêt du cœur. Qui a dit ça ? C'est très bien. Sûrement major. Alors l'arrêt du cœur va entraîner quoi ? Pourquoi est-ce que quand le cœur s'arrête, on meurt ? Il n'y a plus d'irrigation des organes. C'est exactement ça. Parce que le cœur est une pompe. Une belle pompe, mais une pompe. Alors maintenant, quand il n'y a plus d'irrigation des organes, qu'est-ce qui se passe ? En d'autres termes, pourquoi est-ce que l'irrigation des organes est vitale ? Qu'est-ce qu'apporte l'irrigation des organes aux organes ? De l'oxygène. Du sang, qui transporte des globules rouges, eux-mêmes transportent de l'hémoglobine, qui est le transporteur d'oxygène. Alors quand le cœur s'arrête, il n'y a plus de sang
et d'oxygène qui arrive aux organes. Quand cet organe s'appelle le cerveau, quelques secondes après, les cellules du cerveau rentrent dans une phase de destruction irréversible, on appelle la nécrose cérébrale, qui signe la mort clinique. Voilà. Maintenant, quand les autres organes ne sont plus vascularisés, eh bien, ils se détruisent aussi. Peut-être pas aussi rapidement que le cerveau, mais on peut considérer que quelqu'un qui décède, son cœur s'arrête, à la température de son corps, qui est de 37 degrés, quelques minutes après, ces organes ne sont plus utilisables pour la transplantation. Ils sont déjà endommagés. Et quelqu'un qui décède dans un lit, eh bien, on ne pourrait pas organiser les choses pour que ces organes soient prélevés et les rendre transplantables. Ils ne fonctionneraient pas quand on aurait fini de faire les coutures. Donc vous allez me dire, partant de là, comment faire pour obtenir des organes transplantables? Alors qu'est-ce qui peut protéger, après la mort, ces organes des conséquences de la non-oxygénation? Imaginez-moi un système. Il n'y a pas de bouteille d'oxygène qu'on puisse leur donner. Comment est-ce que vous verriez les choses? Qu'est-ce qui peut protéger? Le froid. Il y a des génies. Le froid protège. Beefsteak, frigo. 2 jours après, on mange. Beefsteak, rebord de fenêtre, ça ne va pas. Donc le froid protège. Alors est-ce que ces morts-là, il faudrait les refroidir? Vous avez déjà entendu qu'on puisse faire ça? Quelqu'un qui meurt à la maison, c'est assez rare qu'on le mette dans le congélateur. Ça existe, mais ça se retrouve assez rapidement dans le journal. Donc vous voyez qu'une mort naturelle, disons, même à l'hôpital, quelqu'un qui mourrait à l'hôpital, généralement, on ne pourrait pas prélever ses organes, parce que s'il est à l'hôpital, c'est qu'il est malade. Et on ne va pas transplanter des organes malades. Parce que ce n'est pas un service qu'on va rendre au receveur. Mais quelqu'un qui meurt à la maison, on ne peut pas prélever ses organes, parce qu'il n'y a aucun système qui permettrait de les protéger efficacement, rapidement par le froid. Ce qu'il faut faire, c'est descendre en température très rapidement. Vous avez le cœur qui s'arrête, et il faut que quelques minutes après, l'organisme soit à une température, disons, de 4 degrés centigrades. Donc il faut passer de 37 à 4. On ne peut pas faire ça à la maison. Donc ce ne sont pas ces gens, ce n'est pas des gens comme nous, je veux dire, qui allons probablement mourir de mort naturelle, qu'on peut prélever à des fins de transplantation. Alors, on se dirige vers un concept qui est un petit peu spécial, qui s'appelle la mort cérébrale. C'est pas très drôle comme conférence, mais bon, ça va aller, je vous promets. Donc la mort cérébrale, c'est quoi? La mort cérébrale, c'est un petit peu l'inverse. C'est le cerveau qui meurt en premier. Alors comment est-ce que le cerveau peut mourir en premier? Eh bien, imaginons 2 phénomènes. Soit un choc, un traumatisme crânien violent, ou alors une rupture d'un vaisseau dans la tête, qu'on appelle une rupture d'anévrisme. Vous l'aviez dit. Je l'ai lu sur vos lèvres. C'est vrai. Alors, quand on a un choc à la cheville, qu'est-ce qui se produit au niveau de la cheville? Il y a des footballeurs. Comment réagit une cheville qu'on a tatanée, taclée? Quel est le premier signe de la contusion? Ça gonfle, voilà.
Et le cerveau, c'est pareil. Donc imaginez que la tête, elle tape. Prenez un motard sans casque, il tape sa tête tape contre le pare-brise ou contre un platane, le cerveau gonfle. Alors si le cerveau gonfle, il est dans quel environnement le cerveau? Il est entouré de quoi? D'os. Hein, c'est la boîte crânienne. Et donc il est entouré d'un récipient qui n'est pas expansible. Donc qu'est-ce qui va se passer dans la boîte crânienne si le cerveau gonfle? Oui, qui a dit? Quel génie du deuxième rang? Qu'est-ce qui va augmenter? La pression. Hein. C'est l'effet cocotte-minute. Et quand la pression dans la boîte crânienne sera supérieure à la pression du sang, la pression artérielle, votre tension, vous avez 12,8 de tension. Dans le cerveau, ma pression, elle monte, et tout à coup, elle est à 13. Qu'est-ce qui se passe? C'est facile à imaginer. Qu'est-ce qui se passe quand la pression dans le crâne est supérieure à la pression dans les vaisseaux? Ben, le sang passe plus. Le sang passe plus du tout. Donc, si le sang passe plus, que fait le cerveau? Il nécrose, hein, exactement comme si le cœur était arrêté. Mais le cœur ne s'arrête pas. Parce que dans cette situation, le cœur est innervé par un système nerveux autonome, comme une pile. Et donc le cœur continue à battre. Donc vous avez un monsieur ou une dame dont le cerveau est mort, mais dont le cœur bat. Et si on le relie à une machine qui assure l'oxygénation, une ventilation artificielle, alors qu'est-ce qui est dans un premier temps, asseyez-vous les enfants, qu'est-ce qui est dans un premier temps préservé? Je vous le demande. Les organes. Qui a dit les organes? C'est bien. Il y en a un qui suit. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce monsieur? Il est déclaré d'abord mort cérébrale. Alors ça ne se fait pas comme ça, hein. Il va en réanimation. Les réanimateurs le prennent en charge, ils veulent le sauver. Ils passent des heures à mettre des drogues, tout ce que vous pouvez faire pour faire dégonfler le cerveau. Et puis tout d'un coup, les signes de la mort apparaissent. Il y a des signes cliniques. Et ensuite, on vérifie qu'il est bien mort en faisant des examens. Un électroencéphalogramme qui est plat et qu'on répète 4 heures après. Et une radio, un scanner du cerveau qui vérifie qu'il n'y a pas une goutte de sang qui rentre dans le cerveau. Donc on a un sujet dans un lit de réanimation, relié à un appareil qui oxygène, avec un cœur qui bat, des organes qui sont parfaitement oxygénés, mais un cerveau qui est mort. Et les médecins réanimateurs signent un billet bleu de décès, un certificat de décès. Je ne suis jamais appelé dans une réanimation pour m'occuper de quelqu'un qui est en train de passer en état de mort cérébrale parce que je suis transplanteur. Et éthiquement, ça serait absolument pas normal que j'intervienne dans le diagnostic de mort parce que j'ai besoin de ces organes. Donc moi, je reste à la porte. C'est séparation stricte des équipes de transplantation et de réanimation. Alors maintenant, est-ce que quelqu'un, devant un tel sujet, peut imaginer la démarche qui va faire que ces organes vont être utilisés à des fins de transplantation? Décrivez-moi un scénario qui fait que ce patient, mort, mais avec un cœur qui bat, on va pouvoir utiliser ces organes. Alors c'est une situation instable, hein, elle dure une dizaine d'heures, pas plus, il faut se dépêcher. On verra qu'il y a des démarches médico-légales à faire. Mais est-ce que, parmi nous, nous avons un cerveau suffisamment tordu pour imaginer comment ces organes vont passer maintenant à l'état d'être transplantables?
Ça décourage un peu les bonnes volontés de dire que le cerveau est tordu. Mais... Alors on va emmener ce sujet en salle d'opération, la salle d'opération normale. Et on va commencer par mettre des grosses canules dans ces vaisseaux. Un gros vaisseau artériel, généralement l'aorte, et un gros vaisseau veineux qui est la veine cave inférieure. Et à un moment donné, quand tout le monde sera prêt, qu'on aura un peu regardé comment sont les organes, s'ils sont utilisables, s'ils ont une bonne tête, toutes les équipes étant réunies, les pulmonaires qui prélèvent le poumon, les cardiaques vont prélever le cœur, les abdominaux vont prélever le foie, les reins, le pancréas. Toutes les équipes sont là, et à un moment donné, on va lâcher, on va purger, on va remplacer le sang de ce sujet, mort, je le répète, on va remplacer le sang par du liquide glacé, un liquide spécial, d'une composition spéciale, mais qui est sorti du frigidaire à 4 degrés, et qui va donc faire la descente en température. Et quand le sang aura été chassé par ce liquide, eh bien, on va pouvoir prélever le foie, le rein, les poumons, enfin tous les organes qui sont prélevables. D'accord ? Et après, on les met dans un conteneur avec de la glace. Et là, on a un petit temps où on peut les conserver, et quand on les greffe, ça remarche. Ça va être très variable selon les organes, 5-6 heures pour le cœur. Donc le cœur c'est vraiment un organe où ce qu'on appelle le temps de conservation est très restreint. Et ça oblige à des prouesses, parce qu'il faut coordonner l'opération du prélèvement avec l'opération de la greffe. Si le prélèvement se fait à Bordeaux, on envoie une équipe chirurgicale de l'équipe de chirurgie cardiovasculaire à Bordeaux, dans un avion. Et au moment où l'avion se pose, eh bien, on incise en salle d'opération chez le receveur, de façon à ce qu'on évite même le temps de l'ambulance de Ensheim jusqu'au nouvel hôpital civil. Ça prend 20 minutes, 30 minutes, eh bien, on gagne ces 20 ou 30 minutes. Mais on insiste que quand l'avion se pose. Pourquoi ? Parce que l'avion peut se cracher. On a eu récemment une équipe chirurgicale de Besançon qui est décédée au décollage de l'aéroport de Besançon. Il partait chercher un organe, un foie, et l'avion s'est craché au décollage. Donc nous, on attend vraiment que l'avion pose ses roues pour faire l'incision. Alors vous voyez, quand on dit coordonner la transplantation, c'est tout ça. Je ne le fais pas tout seul, j'ai des équipes de coordinatrices avec moi. Mais c'est du timing, c'est du chronomètre. Voilà. Alors, maintenant que vous avez compris, vous comprenez mieux la pénurie, parce que cet événement qu'est la mort cérébrale est un événement très rare. Très rare, c'est moins de 1 pour 1000 des morts, des décès naturels. Voilà. Alors maintenant, encore un petit peu d'instruction civique. C'est la loi de bioéthique que je vous expose. Vous savez que nous, en France, on a des lois pour réglementer ce qu'on appelle la bioéthique. C'est dans des textes de loi. Alors, on dit qu'en matière de transplantation, premièrement, on peut faire appel au donneur vivant ou on peut faire appel à la mort encéphalique. Maintenant, vous avez compris ce que c'était que la mort encéphalique. Le donneur vivant, on en dirait un tout petit mot. Mais avec un état de mort encéphalique, ces organes-là, ils répondent à 3 principes. Le premier principe, c'est celui du consentement présumé. Est-ce que vous êtes tous majeurs dans cette salle ce soir ? Avons-nous des mineurs ? Bon. Je m'adresse aux majeurs. Savez-vous, les mineurs, c'est un petit peu à part parce qu'il faut une autorisation des parents. Mais est-ce que les personnes majeures pensent, alors je ne vous demande pas de lever le doigt, êtes-vous pour ou contre le don d'organes ? Ça, c'est votre problème, c'est pas le mien. Mais je vous demande, est-ce que vous savez si, d'après la loi, vous êtes considérés comme des donneurs d'organes ou pas ? Alors, qui peut m'expliquer ça ? Je ne vois pas bien. Levez le bras, madame. Vous avez tout. Vous avez tout, hein ? C'est bien. C'est bien ça.
il faut s'inscrire sur la liste des non-donneurs. C'est-à-dire, on a en France, on a une seule possibilité, on a un seul droit, c'est de dire non au don d'organes. On n'a pas le droit de dire oui. Alors, il y a un registre national informatisé des refus que personne ne connaît, mais on a le droit de refuser en le témoignant à ses proches. Ce n'est pas une conversation terrible pour le petit déjeuner du dimanche matin avec le Kouglopf. Si je suis en état de mort cérébrale, j'aimerais bien qu'on me prélève ou pas. Donc personne n'en parle finalement, ou peu de monde en parle. Donc ça c'est le slogan, c'est dites oui, dites non, mais dites-le. Parce que votre famille sera obligatoirement consultée si un jour vous êtes en état de mort cérébrale. Et alors on prend des tas d'assurances, on prend des assurances obsèques, on prend des assurances décès, on prend des assurances héritage, etc. Mais là il y a vraiment une assurance très simple et pas très onéreuse, c'est de dire à vos proches, vos parents, votre conjoint, s'il m'arrive quelque chose, tu sais, moi, je suis contre ou je suis pour, parce que sinon, c'est atroce. Il va être convoqué à l'hôpital, on va lui dire quittez votre boulot, venez tout de suite, c'est très grave, on va lui apprendre votre décès, il faudra qu'il intègre ça, et ensuite on lui dira ah ben maintenant il y a encore quelque chose qu'on voudrait vous demander, c'est les organes, est-ce que vous avez entendu dire qu'il était contre? Les pauvres gens, on comprend que dans ces conditions, il y en a qui disent écoutez, stop, je viens de perdre mon mari, je viens de perdre mon fils, alors tout le reste, je m'en tape. Vos organes, je m'en tape. Et on a comme ça 30% de refus. Et on est dans une pénurie extrême, et ces 30% de refus ne signifient probablement pas 30% d'opposition de la personne. C'est simplement de l'ignorance et une circonstance dramatique où on ne peut pas s'exprimer. Donc là, il y a une bonne assurance, c'est d'en parler. Voilà. Alors, donc, on vérifie toujours, avant de faire des prélèvements d'organes, qu'il n'y a pas eu d'opposition. Ça, c'est systématique. Deuxième chose, c'est que le don d'organes est anonyme. C'est-à-dire, il n'y a jamais de contact possible entre la famille de celui qui donne et la famille et le receveur, celui qui reçoit l'organe. Ça, c'est une base éthique qui me paraît aussi saine. Parce que celui qui reçoit, il a toujours envie de remercier. C'est ce qu'on appelle la loi de Mauss. C'est qu'un don appelle toujours un contre-don. C'est-à-dire, si vous offrez des chocolats, c'est pour qu'on vous dise merci. Ils sont bons. Mais si vous offrez une boîte de chocolat et que celui qui la prend la met directement, poum, devant vous dans la poubelle, vous vous dites, ça, c'est pas tout à fait normal. Et là, le donneur, eh bien, bon, le receveur, il reçoit un organe qui, pour lui, est la vie. C'est sa vie. Donc, il a envie de dire merci. Vous m'avez sauvé, mais il ne pourra pas le faire. Parce que, imaginons, ces deux familles se connaissent maintenant, et il y en a une qui téléphone à l'autre tous les matins. Alors, le cœur, il bat toujours, le cœur de mon fils. Vous voyez la vie de celui qui a reçu le cœur, c'est quand même pas terrible d'entendre ça le matin. Et puis le jour où ça ne marche plus, celui qui a donné le cœur, c'est un deuxième deuil à ce moment-là. Donc finalement, on a une étanchéité qui est totale entre le donneur et le receveur. Et le troisième principe, c'est celui de la gratuité du don. La greffe est prise en charge par l'assurance maladie à 100%. Il y a une exonération du ticket modérateur, pour ceux qui savent ce que c'est-à-dire vous ne déboursez rien, mais l'organe n'est jamais rémunéré. Il y a une gratuité de l'organe. Est-ce que, quand je vous dis qu'il y a une non-commercialisation, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord mais qui ne veulent pas me faire de peine? Est-ce que vous pensez qu'il y a des greffes où on paye les organes? Oui, bien sûr. Il y a un trafic. Il y a un trafic, il ne faut pas le nier. C'est un des gros problèmes éthiques de la transplantation. Ce trafic n'intervient pas en France. Bon, alors c'est facile pour moi
de vous dire comme ça, de me mettre ma toge, vous savez, mais enfin, pas de ça chez nous. Je peux vous garantir que l'activité de greffe, il y a tellement de tampons, de circuits informatisés, de vigilance de l'agence de biomédecine et de personnes qui interviennent dans un acte de transplantation. Je ne vois pas comment, s'il y avait eu un trafic en France, il serait passé inaperçu. Ça, c'est pour moi absolument impossible. Mais il y a des trafics aux frontières. Il y a même des pays où il y a peu d'attentes en transplantation rénale. Parce que dès que quelqu'un rentre en dialyse, des mafias, parce que c'est des mafias criminelles qui organisent ça, lui ont trouvé déjà un donneur. Alors moi j'étais expert au Conseil de l'Europe il y a quelques années pour démanteler comme ça une filière. Les interventions se faisaient à Istanbul et les donneurs c'était des Moldaves. Mais vraiment des gens qui étaient recrutés pieds nus, vous voyez, dans des villages avec le béret, des très pauvres gens. Alors celui qui recevait l'organe, il payait 150 000 $, et celui qui donnait le rein, on lui donnait 2 000 $. Et donc tout le reste était redistribué à des criminels qui étaient des chirurgiens, qui opéraient très bien, dans des cliniques bien d'Istanbul, et puis à une mafia qui organisait ce crime, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est contre la dignité humaine. Bon, on ne peut pas mal juger celui qui reçoit, parce qu'il est malade. Et je crois que quand on est malade, on a beaucoup de droits pour essayer de sauver sa peau. On ne peut pas non plus blâmer celui qui donne, parce que dans ces pays-là, en Inde par exemple, ils voient les enfants de la famille mourir de faim. Donc le père, à un moment donné, se dit « je vais faire quelque chose ». Et les Moldaves, bon, c'était pas tout à fait le cas. Quand ils rentraient chez eux, il y a eu une surmortalité. C'est-à-dire il y a eu pas mal de morts, et c'est ce qui a alerté les autorités sanitaires, parce qu'ils pensaient qu'ils mouraient parce qu'ils n'avaient plus qu'un rein, mais en fait, ils mouraient parce qu'ils buvaient pour 2 000 $ de vodka de façon assez condensée. Et donc, il y a eu beaucoup de comas éthyliques et de décès par coma éthylique. Bon, ces trafics, il faut éviter qu'ils se propagent. Il y a aussi les prisonniers politiques chinois, vous savez, qui sont exécutés, et il y a des gens qui attendent des exécutions dans les hôtels, parce qu'ils savent que ça signifie transplantation le lendemain. Je ne pense pas qu'on leur demande leur consentement vraiment dans des termes très éthiques à ces prisonniers qui sont exécutés. Mais c'est pour qu'il n'y ait plus ça que, de notre côté, il faut qu'on parle le plus possible des dons d'organes, des transplantations, qu'on essaye de diminuer le taux d'opposition dont je vous ai parlé et qu'on essaye de favoriser les choses qui se font légalement. Un petit mot des donneurs vivants. On n'est pas un pays dans lequel il y a beaucoup de donneurs vivants volontaires. Il y a 10% seulement des greffes de reins qui se font à partir de donneurs vivants. C'est pas beaucoup, parce que d'autres pays, par exemple la Norvège, c'est pratiquement 60%. Les États-Unis, c'est 50%. L'Allemagne, l'Angleterre, c'est 30-40%. Alors je ne sais pas, on est peut-être... Je ne pense pas qu'on soit moins généreux. Je pense que c'est une question d'information. Les médecins qui s'occupent des patients qui dialysent, les néphrologues, n'ont pas encore acquis cette culture de la possibilité de faire un don entre vivants. Alors je vous rappelle que qui peut donner, la famille. On peut donner entre parents-enfants, enfants majeurs parents, frères et sœurs. Ça, c'était dans la première loi de 1994. Elle a été révisée en 2004. En 2004, l'Assemblée a rajouté les cousins, première génération, enfin germains, les oncles, les tantes, les grands-parents, parce qu'il y a des jeunes grands-parents. Et alors, les époux. Vous allez me dire donc entre 2004 et 2011, il y a eu une période où il y avait qu'on pouvait se donner qu'entre époux. Et donc on ne pouvait pas se donner entre compagnons. Il fallait se marier si on voulait se donner un organe. Bon, là, la loi, elle a changé. Et la dernière révision, en juillet 2011, elle dit qu'on peut donner des organes entre personnes présentant des liens affectifs étroits et stables pendant 2 ans. Alors, lien affectif étroit et stable, on voit ce que c'est à peu près. 2 ans,
Je pense qu'il y en a pour qui vivre 2 ans avec quelqu'un, c'est extrêmement long. D'autres extrêmement courts, mais là, les avis vont être partagés. Et voilà, donc... alors pourquoi avoir introduit des clauses aussi restrictives, on va dire, mais justement parce que on veut éviter les trafics. C'est-à-dire on veut éviter de voir arriver quelqu'un avec 3 ou 4 sœurs, vous voyez, du même âge, comme le font généralement les princes du Moyen-Orient. Ils viennent avec 4 ou 5 demoiselles qui sont présentées comme leurs sœurs et qui ont toutes le même âge. Donc vous voyez, il faut établir ces liens. Et il y a des garde-fous juridiques qui sont assez puissants, puisque avant de donner, donneurs et receveurs sont audités par un comité spécial de l'Agence de la biomédecine qui comprend 5 personnes et qui vérifie un petit peu la motivation du donneur, enfin, qu'il n'y ait pas des histoires sombres derrière de remembrement ou tu me donnes ton rein, je te donne mon champ, enfin, vous voyez, bon, voilà. Et le juge du tribunal de grande instance doit aussi acter le statut de parenté du donneur et du receveur. Donc ils sont tous reçus par le président du tribunal de grande instance. Donc en France, vous voyez, c'est une activité qui est extrêmement encadrée, on va dire. Il y a peu de possibilités d'échapper à une loi qui est contraignante, mais qui est relativement bien faite. Alors bon, pour terminer, moi je vais vous dire la belle histoire. Enfin, une chose que j'ai trouvée assez belle, parce qu'elle s'est passée il n'y a pas longtemps, donc des petites histoires, je peux vous en donner plein. Mais bon, la dernière, c'est un monsieur a pris rendez-vous et il m'a dit je suis moine catholique et le gros problème de ma vie, c'est que je ne transmettrai rien. Parce que j'ai fait des vœux de célibat et donc je ne peux pas transmettre, j'aurai pas d'enfant. Et donc, je voudrais donner un rein pour au moins transmettre une forme de vie à quelqu'un. Alors je lui dis, mon frère, c'est pas bien possible parce que justement, je lui raconte ce que je viens de vous raconter, qu'il faut. Mais après, je lui ai dit, mais finalement, lien affectif étroit et stable depuis 2 ans. Alors je lui dis, vous vivez dans une communauté de moines? Il me dit, oui, je vis dans un monastère. Je lui dis, mais alors s'il y a un frère de votre monastère qui tombe malade, je pense que c'est vraiment tout à fait plaidable de dire, on vit depuis 2 ans, c'est un frère de ma communauté, on a des liens très étroits et donc très stables, et que vous pourriez peut-être donner un rein à un frère malade. Et ça a transformé sa vie. Vous voyez, il est parti illuminé parce qu'il avait au moins cette possibilité théorique de transmettre. L'histoire moins drôle, parce qu'il ne faut pas idylliser, ça s'est passé aux États-Unis il n'y a pas très longtemps. C'est une dame, enfin un monsieur d'une 65 ans, fait une croisière et il rencontre à table une dame seule qu'il invite à sa table. Et puis, bon, il crée des liens affectifs très étroits. Pas encore stables, mais au moins étroits. Mais la loi américaine est un peu différente. Et donc, à la fin, il lui dit, vous savez, cette croisière, pour moi, c'est la dernière croisière parce que dès que je rentre, je vais rentrer en dialyse. Je suis insuffisant rénal. Et donc, pour moi, les croisières, c'est terminé. Alors bon, la dame se renseigne, elle l'adore et tout. Et puis, elle lui dit, moi, je vous offre mon rein. C'est possible aux États-Unis. Il n'y a pas ces garde-fous éthiques qu'on a en France. Alors, il dit OK, ils font les premiers examens montrent que c'est pas possible parce qu'ils n'ont pas des groupes sanguins compatibles. Il faut une compatibilité de groupes sanguins. Alors la dame, elle demande à son frère. Elle dit, j'ai rencontré un monsieur sur le bateau. Ils lui font un rein. Moi, je peux pas lui donner. Est-ce que toi, tu lui donnerais ton rein? Et le frère dit, OK, ma petite sœur, si ça peut te faire plaisir, on va faire comme ça. L'opération se passe très bien. Le monsieur se réveille dans une unité de soins intensifs. Tout va bien, le rein, urine, etc. Et il sort de l'unité de soins intensifs pour partir définitivement avec la jeune infirmière qui s'était occupée de lui. Vous voyez, donc là, on a un problème éthique majeur qui a fait les chroniques des journaux américains. Et ça, c'est vrai que ça peut faire du mal
à l'activité de transplantation. Bon, je crois que voilà, vous avez été des auditeurs formidables avec des réponses à beaucoup de questions. Je veux bien encore prendre une question. Je ne veux pas vous priver des médailles. Merci beaucoup.